30 à 20h ou sur radioenconstruction.com pour discuter coopération, solidarité et entraide avec les acteurs et actrices du marché off, de l'économie sociale et solidaire, ainsi que des initiatives locales. Marchéoff.radio, un rendez-vous à ne pas rater du 27 novembre au 22 décembre en direct de la place Grimeisen et sur radioenconstruction.com. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes branchés sur Radio en Construction au 90.7. Peut-être nous écoutez-vous coincés dans votre voiture, dans les embouteillages pré-Noël. Grand mal vous en fasse. Il aurait sans doute mieux valu venir ici au marché de Noël Off pour faire vos cadeaux de dernière minute, de manière éthique, responsable et qui plus est sympathique. Il n'est jamais trop tard puisque le marché de Noël Off est ouvert jusqu'au 24 décembre jusqu'à 18h. Ou alors, vous nous écoutez peut-être sur Internet, sur radioenconstruction.com ou le live Facebook via les pages du marché de Noël Off ou Radio en Construction. Quoi qu'il arrive, nous sommes bien ici avec vous pour une dernière émission sous la halle de la place Grimeisen. Une dernière plongée, avec les visages de la coopération, un programme radio pensé, fabriqué et conçu par la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, Emmaüs Mundo, le Media Lab d'Artefact et Radio en Construction. Alors, visage de la coopération venait d'une intuition et d'une conviction commune. C'est bien par la coopération que nous sortirons grandis et modifiés de cette crise. Que cette coopération soit formelle ou informelle, sans vraiment faire partie de ce foisonnant secteur de l'économie sociale et solidaire, force est de constater qu'elle existe partout et en chacun de nous. La thématique de ce soir, justement, porte sur ce nous, ce collectif au sein duquel évoluent des individus avec chacun des aspirations, des valeurs qui peut-être peuvent se croiser. Ce soir, nous nous demanderons donc, sommes-nous toutes et tous coopératrices, et notamment pour un dernier grand raout, un grand format sous forme de café conversatoire à 19h, avec Relais Est, le collectif Noun, les petites cantines et Cop Alim. Juste avant, Fatima Riahi, la directrice de l'association Les Jardins de la Montagne Verte, répondra à notre questionnaire flash. Mais avant tout cela, prenons donc un peu de hauteur avec notre expert inattendu. Alors nous aurons eu à ce micro un éthologue, un sociologue et un architecte. Il était grand temps de parler de philosophie. C'est désormais chose faite avec Jean Quétier, post-doctorant en philosophie à l'Université de Strasbourg. Bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, par quel bout la pensée philosophique aborde-t-elle la coopération ? Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de bouts, comme vous dites, par lesquels plutôt la philosophie est susceptible de prendre la question de la coopération, mais moi j'en retiendrai principalement un, qui est celui du travail. Celui du travail, pourquoi ? Parce que dans l'idée de coopération, il y a l'idée de faire une œuvre en commun. Et le lieu par excellence dans lequel cette œuvre commune se réalise, c'est la sphère du travail. Et je crois qu'avec cette question, sommes-nous toutes et tous coopérateurs ou coopératrices, il y a évidemment cette sphère qui nous concerne, qui concerne le plus grand nombre, qui est cette sphère du travail. Alors, Marx parle de trois notions importantes, le travail vivant, la subjectivité et la coopération. Quelles sont ces trois notions et comment interagissent-elles ? Qu'est-ce que c'est du travail vivant ? Alors, la question du travail vivant, c'est le travail, disons, appréhendé comme activité en cours de réalisation, par différence avec ce que Marx appelle le travail mort, qui est justement le produit de cette activité. Donc on a évidemment une polarité entre ces deux façons d'appréhender la question du travail. C'est-à-dire tant qu'on travaille avec les autres ensemble, on est dans un travail vivant, et quand le travail est fini, il est mort, c'est ça ? Alors, c'est pas directement lié à la question de savoir si on travaille avec les autres. C'est plutôt, est-ce qu'on appréhende le travail du point de vue de l'activité ou du point de vue du produit, si on veut. C'est en cela que la question de la vie et de la mort peut être, réalisée. Par exemple, si je prends cette bouteille d'eau qui est devant moi, on peut la considérer comme du travail mort, au sens où en elle contient du travail qui a été réalisé. Sans le travail qui est, objectivé en elle, il n'y aurait pas cette bouteille d'eau devant moi. Lorsque, en revanche,
je prends en considération les personnes qui produisent cette bouteille d'eau dans leur activité de production. Là, j'examine ce qui se passe du côté du travail vivant, du côté du processus, on pourrait dire, concret de production, du processus concret de travail. Et qu'en est-il de la subjectivité et de la coopération alors ? Alors, la question de la subjectivité, c'est une question très très large. On peut évidemment la relier, si on veut, à la question du travail. Disons que c'est forcément, ça implique, disons, des sujets évidemment qui travaillent, mais là, je suis pas sûr de bien saisir quel est le lien que vous voulez faire entre tous ces concepts et pourquoi vous aviez. Je sais pas qu'est-ce que vous aviez en tête exactement quand vous posiez la question de la subjectivité là. Bah, c'est l'individu justement. Ah d'accord, au sens de la question de l'individu. Ouais. D'accord. Par différence, disons, ou complémentarité avec l'action du collectif, c'est ça que vous aviez à l'esprit. D'accord. Alors évidemment, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se produit dans le cadre de la sphère de la coopération. C'est évidemment le fait que des individus vont produire ensemble quelque chose. Et que donc on va, d'une certaine façon, avoir une réalisation de quelque chose qui dépasse d'une certaine façon la sphère purement individuelle pour aller vers une forme de travail qui est social. Et donc ça, c'est évidemment un élément important de ce qui se passe dans le cadre de la coopération, puisque c'est un phénomène auquel Marx se réfère, et qui est le fait que la coopération rend, disons, permet la production d'une force sociale qui est supérieure à la simple somme arithmétique des forces individuelles. Et donc ça, c'est évidemment un élément très important lorsqu'on veut comprendre ce qui se passe dans les situations de coopération. Et qu'est-ce que les autres nous font à nous au travail ? Est-ce qu'il dit qu'on est différent lorsqu'on travaille ensemble, justement ? Alors, ça, c'est une bonne question, au sens... disons, Marx dit quelque chose, notamment de ces effets que produit la coopération. Il parle notamment de la question de l'émulation. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille avec d'autres, par différence, disons, de lorsqu'on travaille seul, on va avoir une certaine émulation qui nous transforme aussi et nous pousse à nous dépasser, si on veut. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui entre en jeu lorsqu'on est dans une situation de coopération, tout à fait. Et il considère donc que c'est bien dans le travail qu'on parle le mieux de coopération. Ça pourrait nous interroger, en tout cas. Alors, oui, il y aurait éventuellement, bien sûr, d'autres sphères collectives, politiques, sociales, humaines, intersubjectives, disons, qui entrent en jeu. Mais je crois que c'est quand même dans ce domaine-là que la coopération, si on veut être précis, disons, où on n'est pas simplement dans quelque chose comme justement le collectif, l'entraide ou que sais-je encore, on est vraiment dans le faire ensemble. Et je crois que là, il y a quand même quelque chose qui a trait de façon, on va dire, très, très spécifique à la question du travail. Mais c'est vrai que ce qui se passe, disons, dans la sphère du travail peut servir aussi de modèle. Justement, les acquis de la coopération peuvent tout à fait être transposés ensuite dans d'autres sphères que la sphère du travail au sens étroit du terme. Donc pour vous, philosophe, coopération, c'est vraiment faire ensemble ? Oui, tout à fait, tout à fait, au sens de produire quelque chose en commun, oui, bien sûr. Alors Marx définit aussi le travail comme une condition naturelle de l'existence de l'homme. Pareil, aujourd'hui, alors qu'on se pose beaucoup la question de notre relation au travail, ça pourrait aussi nous interroger.
Alors, tout à fait, vous avez raison. Il y a cette idée-là qui est présente chez Marx, au sens où il explique que s'il n'y avait pas de travail, tout simplement, la société humaine ne pourrait pas exister. Il y a une formule même dans laquelle il dit, d'une certaine façon, n'importe quel enfant sait très bien que si on s'arrêtait globalement de travailler pendant ne serait-ce que quelques jours, eh bien, la société ne pourrait plus tourner. Donc évidemment, il y a chez Marx une sorte de centralité du travail qui fait du travail une sphère à partir de laquelle les autres phénomènes peuvent être conçus, les autres phénomènes de la vie humaine, disons, mais aussi quelque chose qui est comme une sorte de condition sine qua non. On ne peut pas s'en passer, on ne peut pas faire sans, et il faut qu'il y ait des gens qui travaillent. Alors certains peuvent s'en passer au sens où c'est pour ça que Marx relie la question du travail à la question aussi des classes sociales, de la lutte entre ces classes, c'est-à-dire certains peuvent travailler, peuvent être amenés à travailler pour que d'autres ne travaillent pas. C'est ça qui se passe dans une situation, on va dire, d'exploitation. Mais on a toujours une situation où on a l'immense majorité qui travaille et éventuellement une petite minorité qui ne travaille pas. Mais sinon, il n'y a pas évidemment de société possible sans travail. Ça, c'est un élément très fort qu'on trouve chez Marx. Alors, dans cette philosophie aussi, il dit que le travail doit appartenir au capital pour que le salarié se développe. Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Est-ce que ça veut dire qu'on a besoin d'une force supérieure ou d'une hiérarchie, pour le dire autrement, pour travailler, voire coopérer ? Alors, le travail. Marx ne dit pas que le travail doit appartenir au capital pour qu'il se développe. C'est-à-dire d'ailleurs, toute, disons, sa pensée est tournée vers l'idée de dépasser le capitalisme et donc de sortir de ce type de rapport de production. Alors, ce qu'il dit par rapport à la question de la coopération, c'est vrai, c'est lorsqu'il essaye d'analyser ce qui se passe dans le développement de la production capitaliste, c'est que le capital joue au cours de l'histoire, notamment quand on sort des modes de production précédents, de la féodalité, si vous voulez, par exemple, le capital est en situation de... parce qu'il peut avancer justement des sommes très importantes, développer des moyens technologiques tout à fait importants. Il est en situation de réunir précisément dans des manufactures, dans des usines, dans des lieux de travail, peu importe. Enfin, Marx les analyse évidemment de façon précise. Il est en situation de réunir des salariés et de les faire coopérer. Donc, en cela, il joue évidemment le rôle de condition historique. Mais il y a aussi évidemment une captation de cette coopération au service du capital, pas au service évidemment des finalités de l'humanité, de la réalisation, si vous voulez, des potentialités humaines. Le capital tire profit d'une certaine façon de ce qui se passe dans la sphère de la coopération, au sens où il va acheter des forces de travail individuelles, il les fait coopérer et il tire ce que Marx appelle une plus-value ou une survaleur, selon les traductions, de cette puissance coopérative qui se joue dans la sphère du travail. Donc il ne s'agit pas simplement d'économie, mais aussi de forces qu'on développe ensemble, si je comprends bien. Alors, du côté, effectivement, des potentialités de la coopération, tout à fait. C'est-à-dire que, Marx le dit, c'est un petit peu ce dont on a parlé au début, il y a dans ce qui se passe du côté de la coopération c'est un lieu, si vous voulez, où chaque individu est en capacité de développer les potentialités de l'humanité dans son ensemble, en tant que genre humain, si vous voulez. Donc un enrichissement personnel. C'est-à-dire qu'il peut dépasser les limites de l'individualité qui sont les siennes, tant qu'on n'a pas justement affaire à une sphère sociale coopérative. Et justement,
c'est ça qui est à mon avis l'élément intéressant, c'est que Marx montre que le capital, c'est pas du tout pour ces raisons-là qu'il va faire coopérer les gens. Ça l'intéresse pas du tout. Ce qui l'intéresse, c'est d'en tirer du profit. Donc il y a une captation, c'est pour ça que j'ai une captation de la puissance coopérative de l'humanité par le capital. Et donc il y a évidemment un enjeu qui est de dire comment est-ce qu'on peut réorienter la question de la coopération, parce que le type de coopération, ça on pourrait en discuter aussi évidemment, que le capital impose n'est pas neutre. C'est une coopération à son service, et c'est pour ça que Marx dit que ce qui se passe par exemple dans l'entreprise capitaliste, c'est une domination despotique du capital sur la coopération. Et ce qui nous intéresse, c'est d'inventer une forme de coopération démocratique qui échappe justement à cette captation par le capital. Je crois que là, il y a quelque chose évidemment à travailler qui fait partie des éléments d'analyse intéressants que Marx peut porter sur la question de la coopération. Et justement, est-ce qu'il nous donne des pistes? Est-ce qu'il nous dit au service de quoi pourrait être la coopération pour être vertueuse, on va dire? Au service de la satisfaction des besoins humains, c'est-à-dire soit on est dans une direction où la coopération va être mise non pas au service de la satisfaction des besoins humains, parce que c'est pas ça qui intéresse le capital, encore une fois, lorsqu'il fait coopérer les gens, ce qui l'intéresse, c'est d'augmenter son taux de profit. Or, ce que Marx va nous dire, c'est il y a dans cette coopération que d'une certaine façon le capital engendre, puisqu'il réunit les gens dans des lieux de production où ils sont en commun, et il y a quelque chose qui en même temps subvertit cette logique capitaliste qui a présidé à leur réunion. Et donc évidemment, cette logique, c'est que grâce aux moyens de production qui se développent, on va pouvoir évidemment satisfaire un nombre de besoins humains beaucoup plus important que ce qu'on aurait pu faire si on en était resté, disons, à la production artisanale qu'il y avait encore à l'époque féodale, par exemple. Donc de ce point de vue-là, le capital, en réunissant les travailleurs, en les faisant coopérer, développe leur force productive et un peu en quelque sorte malgré lui ou pour une autre finalité. Mais bien sûr, si les travailleurs se réapproprient, comme je le disais, de façon démocratique, leur propre force coopérative, ils peuvent la réorienter et la mettre non plus du tout au service du capital, mais au service de la satisfaction des besoins de l'humanité. Et ça, je crois que c'est un élément évidemment très important de l'analyse, puisque derrière, c'est la question de l'émancipation qui est en jeu. Alors on peut aussi citer le travail de Frank Fischbach, qui a enseigné à Strasbourg et qui a écrit le livre Le sens du social, les puissances de la coopération. Que nous raconte-t-il ? Alors tout à fait, Frank Fischbach est un grand spécialiste de cette question de la coopération. Il s'est beaucoup appuyé justement sur les analyses développées par Marx dans le Capital. Il y a un chapitre dont beaucoup des choses dont on a parlé jusqu'à présent sont tirées, c'est le chapitre 11 du livre 1. Et la question que pose Frank Fischbach, c'est notamment de savoir comment on va vers ce travail démocratique, cette coopération démocratique, et comment on sort de la captation de la puissance coopérative des travailleurs pour aller vers une réappropriation de cette coopération. Donc il cherche évidemment à prolonger ces analyses-là pour montrer que dans la sphère du travail, il y a quelque chose qui se joue et qui peut nous amener vers la question de l'émancipation. C'est l'un des points clés de son analyse. Finalement, c'est remettre du social et de l'humain là où il y en a peu, voire pas. C'est ça, ou en tout cas réorienter ou reconstruire le social plus précisément, parce que du social, d'une certaine façon, il y en a toujours, même s'il est occulté, mais on peut considérer qu'il y a un enjeu qui est que ce social-là soit mis au service, non pas de la valorisation du capital, mais de la satisfaction des besoins humains. Alors, on a beaucoup parlé de Marx. Est-ce qu'il y a des philosophes aujourd'hui qui s'intéressent de près à la coopération et pourquoi pas à une autre forme de coopération, par exemple celle que l'humain peut avoir avec la nature, je ne sais pas? Alors, ça fait partie, vous citiez, je pense que Frank Fischbach est un bon exemple de ça, puisque justement, il s'intéresse aussi, il y a
à cette question du lien avec la question de la nature, puisque, et ça c'est évidemment dans une tradition qui ne nous éloigne pas tout à fait de Marx, puisque il y a toute une réflexion sur le métabolisme que l'être humain peut entretenir avec la nature, justement dans son travail coopératif, et avec un enjeu qui est celui qui n'est pas une rupture de ce que Marx appelle le métabolisme entre l'être humain et la nature. Puisqu'on a d'une certaine façon déjà l'intuition que un certain type de production qui est au service non pas de la satisfaction des besoins humains mais de la valorisation du capital et du profit va mettre en danger ce métabolisme qui existe entre l'être humain et la nature. Et donc, notamment avec la problématique au moment où Marx écrit, par exemple, on n'est pas encore dans la question écologique au sens strict du terme, mais il y a déjà des intuitions qui sont présentes, notamment du côté de l'épuisement des sols, par exemple, lorsqu'on va appliquer le modèle industriel à l'agriculture, par exemple. Donc il y a tout un tas de réflexions qui impliquent je dirais qui ne reste pas simplement dans ce qui se passe dans le travail entre les êtres humains, mais aussi dans l'interaction entre les êtres humains et la nature. Est-ce qu'il y a En quoi faudrait-il relire Marx pour voir ce qu'il se passe aujourd'hui différemment? Est-ce qu'il y a des choses dont on pourrait s'inspirer? Au-delà de remettre du social... Oui, bien sûr, il y a énormément de choses. Je pense que tout simplement parce que le mode de production capitaliste dont Marx nous parle, qu'il entreprend d'analyser, et disons qui constitue aussi l'objet de sa critique, on n'en est pas sorti. C'est-à-dire que, évidemment, le capitalisme dans lequel Marx, qui était en train de se mettre en place, de se développer, en particulier en Grande-Bretagne au milieu du 19e siècle, ça n'est pas exactement le même capitalisme que celui dans lequel on vit. Il y a des choses qui ont évidemment changé, des choses qui ont bougé, mais la logique même du mode de production capitaliste, à savoir cette captation du travail humain pour le mettre au service d'une recherche de profit pour une classe qui est celle des capitalistes, c'est quelque chose qui, pour le coup, n'a pas foncièrement évolué depuis l'époque de Marx. Donc de ce point de vue-là, il y a une actualité qui est tout à fait claire dans ces analyses. Donc il faut relire Marx. Vous nous encouragez à relire Marx? Bien sûr. Ou à le lire tout court d'ailleurs. À le lire, à le relire, à l'étudier sous différentes formes, bien évidemment. Avec mon collègue Florian Gulli, on avait fait un petit livre aux éditions sociales auquel je me permets de renvoyer, qui s'appelle Découvrir Marx. Justement, on avait sélectionné un certain nombre de petits textes qui avait vocation justement à rendre accessible sa pensée. Donc ça peut être une idée de cadeau de Noël, voilà, puisqu'on est au marché de Noël, voilà. Vous pouvez aller dans la bonne librairie du coin, qui est pas très loin, et en Quai faire des Brumes, l'acquisition. par exemple. Par exemple, je dis ça, je dis rien. Jean Quétier, merci d'avoir éclairé nos lanternes. On vous souhaite de belles fêtes. Merci. Une courte pause avant de nous retrouver ici même pour un nouvel échange.
Du samedi 27 novembre au mercredi 22 décembre, Radio en Construction s'associe avec la CRES et le Media Lab d'Artefact pour vous proposer des plateaux radio sur les thématiques de l'économie sociale et solidaire. Retrouvez-nous en direct de la place Grimuysen le 27 novembre et les 2, 10, 17 et 22 décembre de 18h30 à 20h ou sur radioenconstruction.com pour discuter coopération, solidarité et entraide avec les acteurs et actrices du marché off, de l'économie sociale et solidaire, ainsi que des initiatives locales. Marchéoff.radio, un rendez-vous à ne pas rater du 27 novembre au 22 décembre en direct de la place Grimuysen et sur radioenconstruction.com. De retour sur le 90.7 sur radioenconstruction.com et sur Facebook, en live pour la suite de notre dernière émission au cœur de la série Visage de la coopération. Alors comme chaque semaine, on organise un échange en ping-pong avec une actrice du marché de Noël Off. En l'occurrence, il s'agit des Jardins de la Montagne Verte avec Fatima Riahi. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors Fatima Riahi, moi je le sais, puisque je passe devant quand même assez régulièrement, mais que font les Jardins de la Montagne Verte ici au marché de Noël Off ? Alors, les Jardins de Montagne Verte, c'est d'abord une association qui cette année a eu 20 ans le 10 décembre et qui a pour mission l'insertion sociale et professionnelle de personnes. Donc l'objectif, c'est de fournir du travail à des gens qui en ont besoin et des légumes à ceux qui en consomment. Et ici au marché off, qu'est-ce que vous présentez ?
Alors sur le marché off, on est très content d'abord d'y revenir pour la première fois depuis 2 ans maintenant. C'est vrai que ça a été difficile avec la période sanitaire qu'on a connue. Donc on a un stand où on propose nos produits, à la fois des produits fabriqués par notre menuiserie avec nos salariés en insertion, encadrés par des professionnels, et puis des produits à consommer puisqu'ils sont transformés chez nous aussi, puisque le principe en fait de l'exploitation c'est zéro gaspille. Donc tout ce qu'on n'a pas pu valoriser ni dans les paniers, ni dans les points de vente, ni chez nos clients, eh bien en fait va être transformé en soupe, en coulis, en sauce, en confiture, et vous allez les retrouver effectivement sur notre stand et sur nos points de vente. Et puis l'autre chose, c'est qu'on propose des crêpes, mais vous me disiez tout à l'heure, il n'y en a plus. Effectivement, et puis on propose des spätzle, donc les pâtes typiquement alsaciennes. Voilà, ça c'est ce qu'on propose sur le stand avec différentes productions associatives. Très bien. Alors coopérer pour vous au quotidien, c'est quoi et avec qui ? Alors coopérer, en fait, pour nous, c'est assez important de pouvoir coopérer parce que souvent on fonctionne en partenariat. On fonctionne à la fois avec des gens qui nous soutiennent, l'État, les collectivités, des donateurs, des adhérents, des clients, des fournisseurs, des bénévoles, des salariés. Donc ça fait beaucoup. Donc oui, on a cette habitude de coopérer au quotidien parce qu'on a besoin de coopérer pour avancer. On ne peut pas faire tout seul, donc on a besoin de nos salariés permanents pour faire en sorte que nos missions soient accomplies, qu'elles se fassent bien, qu'elles réalisent le travail d'insertion qu'elles font auprès des publics que nous accueillons. On a besoin de coopérer avec le territoire dans sa globalité parce que on va avoir besoin d'entreprises pour embaucher nos personnes quand elles seront prêtes à partir vers d'autres cieux, vers d'autres projets. On a besoin de gens qui consomment et qui ont envie de consommer circuit court, local. Donc c'est vrai que la coopération, ça fait partie de notre ADN. Hein, donc c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, effectivement. Est-ce que c'est difficile parfois ? C'est à la fois enthousiasmant, c'est à la fois ambitieux et en même temps c'est difficile parce qu'il faut laisser la place aux autres et faire en sorte que chacun de sa place puisse contribuer à l'œuvre qu'on crée tous ensemble. Et quelquefois ça ne ressemble pas forcément à ce qu'on a imaginé et quelquefois ça dépasse aussi notre imagination. Et quelquefois c'est des pépites en fait qui se développent parce que la coopération c'est aussi ça. C'est une multitude d'interventions, c'est riche, c'est différent. Et c'est quelquefois faire appel à l'ailleurs, à l'imagination, à la créativité. À la surprise, quoi. Oui, exactement. Et ça, c'est assez fantastique de pouvoir le faire comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut à la fois se poser, se retirer un petit peu, prendre du recul, revenir, etc. Et c'est ça qui est chouette dans la coopération. Et pourquoi c'est mieux ? Alors, c'est effectivement, ça nous permet de prendre de la hauteur, de voir les choses autrement. Est-ce qu'il y a d'autres avantages de la coopération également ? Le fait de coopérer pour une même œuvre, que ce soit parce qu'on remet debout des gens, en fait, je crois que quelque part, on fait quelque chose d'utile, quelque chose qui a du sens. Et aujourd'hui, on a tous besoin de trouver du sens dans ce qu'on fait au quotidien et dans ce dans quoi on est engagé. Donc, c'est indispensable, effectivement. Est-ce qu'il y a des exemples autour de vous, peut-être même informels, qui vous enchantent, qui vous inspirent ? Ah oui, il y en a beaucoup, énormément. En fait, il y a plein de gens qui sont inspirants et plein d'initiatives qui sont inspirantes. Je pense par exemple à Start-up de territoire, entre autres, puisque l'objectif, c'est quand même de permettre à des gens qui ont un petit grain de folie ou une idée folle, de pouvoir regrouper des gens qui partagent cette idée et de lui donner peut-être une réalité dans la vie de tous les jours. Et on le voit aussi que c'est possible et c'est faisable puisque ça crée des emplois, ça développe de la recherche pour certaines initiatives, etc. Donc oui, c'est enthousiasmant, d'autant plus qu'aujourd'hui on voit beaucoup de gens qui reviennent vers la coopération, vers l'associatif, parce qu'il y a besoin de ça. Il y a besoin de retrouver du sens dans ce qu'on fait tous les jours pour avoir envie d'y aller déjà.
Et puis, il y a besoin de trouver du sens parce qu'il faut que ça serve. Que ça serve à soi, que ça serve aux autres, que ça serve au collectif. Et aujourd'hui, une grande de nos préoccupations, c'est, vous en parliez tout à l'heure avec l'autre intervenant, c'est bien sûr la nature, notre planète. Qu'est-ce qu'on laisse demain à nos enfants? Qu'est-ce qu'on laisse demain à ceux qui vont suivre? Donc du coup, c'est des héritages qui sont lourds, mais qu'il faut pouvoir transférer sans abîmer. Donc c'est pas facile, mais c'est possible. Et quelle serait votre définition de la coopération en quelques mots, du coup, sachant tout ça? Eh bien, la coopération, remettre du lien. Je crois que c'est ça. L'essentiel, c'est de remettre du lien et du sens. Et enfin, qu'est-ce qui se passe au Jardin de la Montagne Verte, là, pendant les fêtes? Est-ce que c'est ouvert? Est-ce qu'il y a des propositions, peut-être qui sortent de l'ordinaire, je ne sais pas. Alors, les Jardins de la Montagne Verte, toute l'année, sont ouverts. Bien sûr, évidemment. Voilà. Sur 48 semaines, on distribue nos légumes, nos plantes aromatiques et médicinales, puisqu'on a 2 activités, du maraîchage bio et des plantes aromatiques et médicinales que vous retrouvez en tisane. Je vous les conseille, d'ailleurs, elles sont vraiment très bonnes. Merci, merci. Donc nous, demain, à 12h30, on fermera la boutique pour quelques jours, jusqu'au début janvier, parce qu'on aura besoin de se reposer, et on va faire un peu comme la nature, c'est-à-dire qu'elle s'endort un petit peu cet hiver. Nous, on va prendre quelques jours pour se poser et pour mieux envisager la saison prochaine, puisqu'il va falloir redémarrer à partir de début janvier sur nos nouveaux semis, nouvelles plantations, nouvelles préparations de la saison agricole. Donc ça va être assez actif pour nous et on n'aura plus le temps de se gratter la tête après. On vous retrouve donc en début d'année au Jardin de la Montagne Verte. En tout cas, merci beaucoup pour cet accueil et pour cette intervention. Et puis, bonne fête à tous. Merci beaucoup. Merci Fatima Riahi. Je rappelle que les Jardins de la Montagne Verte sont présents ici au marché de Noël Off Place Grimeisen et le seront encore jusqu'au 24 décembre 18h. Bon retour et belle fête à vous. Une dernière pause avant un dernier plateau et pas des moindres puisqu'il s'agit d'un café conversatoire. L'idée, échafauder un discours collectif pour répondre à cet intitulé tous, coopérateuris. On modifie le plateau et on vous retrouve juste après.
samedi 27 novembre au mercredi 22 décembre, Radio en Construction s'associe avec la CRES et le Media Lab d'Artefact pour vous proposer des plateaux radio sur les thématiques de l'économie sociale et solidaire. Retrouvez-nous en direct de la place Grimeisen le 27 novembre et les 2, 10, 17 et 22 décembre de 18h30 à 20h ou sur radioenconstruction.com pour discuter coopération, solidarité et entraide avec les acteurs et actrices du marché off, de l'économie sociale et solidaire, ainsi que des initiatives locales. Marchéoff.radio, un rendez-vous à ne pas rater du 27 novembre au 22 décembre en direct de la place Grimeisen et sur radioenconstruction.com. C'est le dernier plateau radio et vidéo, enfin non pas vraiment, du marchéoff.radio.tv consacré depuis le début du marché de Noël off à la coopération et à ses visages. Pour ce dernier temps fort, nous avons voulu inviter de nombreuses et nombreuses actrices de domaines variés et à notre avis complémentaires pour tenter de construire un discours collectif sur la coopération. Comment coopérer tous ensemble et partager des valeurs? Comment susciter la coopération? Nous tenterons d'y répondre avec nos invités de ce soir que je vais d'abord me charger de vous présenter. Ensuite, on rentrera évidemment dans le vif du sujet. Alors, cher public qui êtes présent sous la halle du marché de Noël off, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à lever la main pour poser des questions. Je sens qu'il y a de la motivation dans l'air. Pour ce café conversatoire, nous avons donc avec nous Amandine Deguin, usagère et membre du pôle communication de Copalim. Bonsoir. Bonsoir. Il faut parler dans le micro par contre. Oui. C'est bon ? Oui, c'est bon. Bonsoir. Je crois que c'est bon. Alors Copalim, c'est quoi? Une coopérative alimentaire ou supermarché collaboratif fondée en 2017 par les consommateuristes, elles et eux-mêmes. Toutes et tous participent à la vie de l'épicerie installée rue Kagenek en participant à la recherche de produits, par exemple, à la communication, pour le coup, c'est votre cas, ou au ménage, ce sont des tâches diverses et variées. En échange de prix préférentiels, il faut le dire, on est quand même moins cher que certaines grandes enseignes bio, pour ne pas les citer. Les usagères et usagers doivent fournir 3 heures de leur temps en effectuant des tâches. Il faut aussi signaler que le projet va prochainement évoluer. Et on verra donc avec Amandine ce que ce fonctionnement citoyen permet. Merci. On poursuit avec Iriane Charpentier du collectif Noun. Bonsoir Iriane. Bonsoir Cécile. Alors difficile de décrire ce collectif Noun, puisque nous ne savons pas. C'est un collectif de plein de gens différents, d'artistes par exemple, qui pensent, conçoivent et fabriquent des spectacles, du théâtre, des poésies, des décors, des performances ou des interventions parfois dans la rue. Est-ce que j'ai juste? Oui, c'est un peu tout ça, ouais. Il y a peut-être parler de poésie ou pas? Parce que oui, j'ai mis poésie. Ouais, ça c'est quand même le centre, je crois. Enfin, le démarrage en tout cas, mais oui, c'est tout ça. Et nous avons ensuite Clara Merdinoglu, chargée de développement au Relais Est. Bonsoir. Bonsoir. Alors Relais Est est une coopérative d'insertion qui collecte, trie et valorise le textile de seconde main, vêtements qui sont ensuite vendus dans 7 boutiques en Alsace et en Franche-Comté. 9 boutiques. Il faut actualiser les chiffres sur le site internet. Ouais. Ah oui. Récemment, Relais Est a lancé une collection de vêtements, les Surcyclés, en partenariat avec la friperie Le Léopard, avec le chantier d'insertion La Petite Manchester à Mulhouse et avec la designer et directrice artistique Margot Canizzo. On parlera ensemble de la nécessité de coopérer pour transformer, pourquoi pas, une activité. Luc Vichera, enfin c'est à vous, il fait également partie de ce panel. Il est administrateur et coprésident des Petites Cantines. Bonsoir. Oui, bonsoir, merci. Alors les Petites Cantines, c'est un réseau non lucratif de cantines de quartier où les convives, on verra que ce mot est important pour vous, s'accueillent et se rencontrent autour de repas durables, participatifs et à prix libre. Oui, c'est ce qu'on dit, c'est qu'on cuisine du lien. Le repas, le partage du repas, la préparation du partage est un prétexte à mettre en contact des gens qui ne seraient jamais croisés ailleurs et puis qui créent des projets, des ateliers. Donc c'est vraiment devenu un tiers-lieu au fur et à mesure. Et nous aurions dû avoir avec nous Jean-François Viraudot, directeur général de Cities Grand Est, et Fanny Kammenthaler de la plateforme Artefact. Nous nous excusons pour eux. La fatigue et les contacts auront eu raison de beaucoup d'entre nous ces derniers temps. Alors l'idée de cet échange est de partir de vos expériences singulières et de tenter de construire une pensée collective sur la coopération. Alors pour commencer,
J'aimerais que vous répondiez toutes et tous à cette question, puisqu'il me semble qu'au cœur de vos projets, la question des valeurs est assez primordiale. C'est d'ailleurs peut-être celle qui prime quand on parle d'économie sociale et solidaire ou de projets artistiques collaboratifs. Quelles sont vos valeurs et comment les partagez-vous avec vos collègues, bénévoles, convives ou même partenaires? Amandine Deguin, je vous laisse commencer. La lourde tâche de commencer. Non, c'est bien parce que je peux tout pomper, des adjectifs disponibles, et après les autres se débrouilleront. Nos valeurs, je pense nous, c'est consommer mieux. Il faut bien parler dans le micro, par contre. Oui, ouais. Comme ça c'est mieux. C'est consommer autrement, consommer bien, et tous mettre la main à la pâte pour construire une alternative à ce qu'on connaît, à la grande distribution. Donc c'était nos valeurs et comment on les transmet. Comment vous les partagez? On essaye d'en parler le plus possible. On est là. On essaie vraiment de se faire connaître au mieux. Et ensuite, une fois que les membres sont là, on a une très grosse communication interne. C'est vraiment participatif, donc tout le monde est impliqué en permanence pour toutes les décisions. Donc voilà, c'est comme ça qu'on essaie d'impliquer le plus de monde dans l'idée que consommer autrement, ça se fait ensemble, quoi. Luc Véchéra, je vous laisse prendre la suite, puisqu'il y a comme qui dirait des résonances entre vos projets. Oui, et puis une proximité géographique forte. Exactement. Donc en fait, nous, ça commence déjà en interne avec de la gouvernance partagée, avec les salariés et les administrateurs, où on essaye de prendre des décisions collégiales. C'est pas toujours simple, surtout en période de Covid, quand on a un restaurant participatif. Ça a été compliqué, mais on a fait des belles choses. Et puis en fait, on nous dit qu'on n'a pas de bénévoles et tous des convives, dans le sens où chacun apporte sa pierre. On a 2000 convives et plus ou moins investis qui viennent juste manger et partager une discussion. Mais après, ils vont échanger, ils vont s'aider à déménager, faire des choses, faire des ateliers sur la nutrition, sur le bien-être. Donc c'est vraiment mettre en connexion des gens qui se seraient vraiment jamais croisés. Alors on a une charte très précise avec 15 points que je ne vais pas énumérer parce que qui donne vraiment les valeurs de base que chaque cantine doit respecter. Un point important, c'est qu'on a un prix libre et conscient pour pouvoir être ouvert à tous et que c'est participatif jusqu'à la vaisselle. C'est-à-dire que jusqu'à la vaisselle, on va discuter, papoter, échanger pour pouvoir toujours être en connexion et découvrir d'autres personnes et pousser les murs et changer les lignes. C'est à peu près l'esprit. Clara Merdinobu, à vous les valeurs et le partage de ces valeurs. Alors les valeurs au relais, on en a plusieurs. On en a qui sont déjà tournées autour de l'humain. C'est-à-dire la solidarité déjà. Donc la solidarité parce qu'on est une entreprise d'insertion, donc par définition, on travaille avec des gens qui sont en nécessité de trouver un travail ou de remettre le pied à l'étrier dans la vie active. Donc voilà, chez nous, il y a des gens qui viennent travailler parce qu'ils sont chômeurs longue durée, parce qu'ils n'ont jamais trouvé de travail, parce qu'ils ne parlent pas bien français, etc. Donc nous, on leur donne une chance en leur offrant un emploi. Voilà, donc c'est déjà la solidarité. Et puis la solidarité aussi de par nos friperies, parce que c'est des tout petits prix. Donc ça permet aussi à pas mal de gens de pouvoir s'habiller à moindre coût. Donc ça aussi, c'est une solidarité extérieure. Puis on a aussi la solidarité en interne. Ensuite, nous, on est une entreprise et on a une SCOP, donc Société Coopérative et Participative. Donc, une des valeurs, c'est aussi la coopération chez nous. C'est-à-dire que, pareil, on a une gouvernance partagée. On a un CA qui est exclusivement constitué de salariés du Relais Est, avec un directeur qui est élu par le CA, enfin un président qui est élu par le CA. Donc voilà, c'est vraiment une entreprise qu'on co-gère en fait entre salariés. Donc voilà, il y a ça aussi. Et puis, au niveau des valeurs, nous, c'est la réduction des déchets, la préservation de l'environnement, parce qu'on traite du déchet, on traite du vêtement. Donc, 7000 tonnes par an, donc c'est tout ça qui finit pas dans nos poubelles ou ailleurs. Donc, voilà, c'est aussi une valeur en soi, en fait. Voilà.
Et Iriane Charpentier, alors on est peut-être sur quelque chose de moins formel et formalisé, puisqu'on parle d'un collectif qui œuvre dans les arts, aussi large que ce mot, enfin ce mot relève bien sûr plein de réalités différentes, art j'entends. Les valeurs, est-ce que vous réussissez à les partager, même si rien n'est vraiment formalisé ? Effectivement, c'est un ensemble de choses, vu que c'est très informel. À la fois la structure est informelle, c'est-à-dire que j'avais fait les comptes il y a 2 ans et j'avais réussi à lister 130 personnes qui avaient gravité autour du collectif, quoi, dans le collectif. En fait, s'il fallait parler de valeurs, comment dire, c'est un collectif qui s'intègre pas vraiment dans les institutions, enfin dans les chemins classiques. Il n'est pas professionnalisant. C'est plutôt une sorte de laboratoire. On y crée ensemble comme dire, dans la joie de créer, on se paye au bonheur. C'est vraiment ça l'idée, je pense. Et de travailler une expression qui est à la fois individuelle et commune. Enfin. Un peu les deux à la fois, donc c'est beaucoup de discussions. L'idée, c'est de créer ensemble. Un petit souci technique. Maxime, est-ce que tu veux qu'on arrête de parler dans le micro jaune ? Micro jaune. C'est bon ? Vas-y. Je suis là ? Je suis de nouveau là ? Ok, j'ai perdu ma phrase du coup. Mais tu parlais qu'il y avait les individus et le collectif à la fois, ça se croisait. Oui, ouais, je pense que, après chacun a ses raisons en fait de participer à ce projet. Il y en a qui restent pas. C'est des micro-projets et après le collectif il navigue en sous-marin. C'est-à-dire que de temps en temps il y a un projet qui se met en route et là on essaie d'être le plus ouvert possible, mais c'est quand même plus compliqué que ça. C'est pas juste un collectif ouvert, mais c'est quand même un collectif qui intègre régulièrement du monde. Et comme tout est informel, il n'y a pas de, je sais pas comment dire, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de machin. Tout fonctionne par je sais pas comment envie, dire, par projet, par rencontre, ouais. Par affinité. Ouais. La question de l'affinité, elle est quand même très importante, quoi. Ouais, je sais pas si j'ai... En fait, ce qui est intéressant à vous écouter, c'est que les choses, effectivement, comme je le disais, sont pas du tout formelles et formalisées, mais en revanche, du coup, vous utilisez des termes qui sortent de la novlangue de la coopération, j'ai presque envie de dire. C'est-à-dire que la question des affinités, des rencontres de l'humain, c'est quand même quelque chose qui, il me semble, traverse vos 4 projets, vos 4 entreprises, entre guillemets. Il y a quand même de ça aussi. Ça remet les pendules à l'heure, quoi, de reparler juste des choses simplement, peut-être. Ouais, mais c'est vrai que c'est un projet qui n'a pas les mêmes dimensions que les vôtres, c'est sûr. Enfin, j'ai l'impression n'hésitez pas à réagir. Ouais. Complémentaire. Ouais, complémentaire. C'est peut-être complémentaire, ouais. En plus, c'est un domaine très différent. Mais comment dire nous, le projet, il a, à la fois c'est du spectacle, c'est ouvert sur le monde. Il y a cette idée-là quand même, mais ça reste un collectif qui est, je sais pas comment dire, noyauté, quoi. Qui est, c'est pas quelque chose qui, on fait pas des ateliers, on n'organise pas des ateliers pour les autres, des choses ouvertes, ou je sais pas comment dire. Enfin, il y a un truc très, on a une très faible présence sur les réseaux sociaux. Ça reste une sorte de truc très bizarre. Je sais pas comment dire, ça s'intègre pas vraiment dans une politique particulière, c'est une petite utopie dans un coin. Je pense à un projet que j'aimerais voir fleurir de partout en soi, mais même ça on le fait pas, d'essayer d'en créer un réseau. Je pense que ça pourrait exister dans toutes les villes, des sortes de collectifs comme ça qui font pour faire, en s'amusant à faire, mais en essayant de faire les choses ensemble. Créer en, comment dire, des fois je dis que entre amis on peut se retrouver, manger, jouer à des jeux de société ou je sais pas quoi. Nous on fait des spectacles, c'est un peu comme ça que ça se passe, quoi. Amandine Deguin, vous vouliez réagir ? Ouais, il a parlé d'utopie et je pense que c'est ça qui nous regroupe tous.
Et puis tout à l'heure, quand vous évoquiez la poésie aussi, je pense qu'on ne peut pas adhérer à l'un de nos projets sans à la fois vouloir remettre de la poésie en fait dans le quotidien. C'est un peu ça. Chez Copalim, quand c'est hyper une anecdote que je ressors vraiment tout le temps, mais quand on apprend qu'on n'aura pas de fromage de chèvre parce que c'est le moment de la reproduction et que là on voit les bûchettes de marques que je ne citerai pas, qui sont présentes dans nos rayons en permanence, et ça remet aussi les pendules à l'heure, comme vous disiez, et je pense que c'est une forme de poésie aussi, de rechercher ça. Luc Vichra. Oui, en termes de coopération, moi je vois tout de suite avec ce collectif, nous on a des convives qui n'oseraient pas aller au théâtre, qui n'oseraient pas aller à l'opéra, et les faire venir des gens pour montrer que ça existe, pour leur donner l'envie. Moi, je suis sûr qu'il y a déjà tout de suite des choses à faire dans cette idée-là. Donc, moi, ça donne tout de suite, quand je vois des idées comme ça, de coopérer, parce que c'est vraiment l'objectif d'ouvrir les gens à des choses qu'ils n'oseraient pas ou qu'ils ne connaissent même pas. On l'a fait avec Simultania, on l'a fait avec Emmaüs Connect, et c'est des choses super intéressantes. Clara Merdinoglou, on parlait d'utopie. Est-ce que vous pensez que tout projet qui, on va dire, œuvre dans les domaines dont on parle ici au marché off doit nécessairement avoir de l'utopie, et quelle était la vôtre, peut-être, chez Relais Est? Je pense que l'utopie, alors j'avais jamais pensé à ça, mais en soi, oui, quand on est dans des projets comme ça, pour aider les autres, ou pour, je sais pas, aller faire les choses ensemble, ou pour rêver ensemble, je sais pas quoi, oui, je pense l'utopie, ça peut nous tirer, c'est un vrai moteur. Parce que en fait, l'utopie, c'est y croire, quoi. Donc, si on n'y croit pas, on peut pas changer les choses. Et je pense qu'on est tous là à mener des projets quand même qui ont du sens. On a tous envie de changer un peu notre monde, d'aider les autres, de le rendre un peu meilleur. Donc en fait, on est tiré par une utopie, ouais, même si on s'en rend pas compte. Mais je pense que rêver de rendre le monde meilleur, oui, c'est clairement du ressort de l'utopie. Donc après, au Relais, c'est quoi nous, c'est notre but numéro 1, c'est de créer de l'emploi en insertion le plus possible, c'est-à-dire donc de sortir les gens d'une situation difficile. De sortir un maximum de gens d'une situation difficile. Donc nous, c'est notre utopie, c'est de donner une chance à un maximum de personnes en fait qui sont dans le besoin. Ça, c'est notre utopie numéro 1, ouais. On va passer un son, Maxime. Alors c'est Emma Schneider, journaliste, qui est allée enregistrer ce son. Alors c'est pas forcément facile à écouter. Vous allez me dire, il s'agit d'une demandeuse d'asile. Et dernière question, qu'est-ce qu'on devrait faire selon vous, tous ensemble, pour un monde meilleur? Что вы хотите потом сделать? Какой у вас план есть в жизни, чтобы как-то вы уже лучше? Я бы хотела спокойно жить. Alors d'abord, elle a dit je voudrais la vie normale, pour réveiller calme, dormir calme, pour être calme tout le temps et rien problème de grave, pour pas peur de quelque chose. Et enfin, elle a dit je voudrais travailler pour faire quelque chose pour quelqu'un, pour aider quelqu'un, ou comme vous, elle m'a dit, c'est ça qu'elle veut, parce que maintenant, elle n'a pas droit de travailler, elle n'avait pas activité physique ou activité professionnelle, et elle voudrait faire ça. Quand elle part, elle réfléchit de son problème, elle commence le stress. Elle dit qu'elle voudrait travailler pour aider, bien sûr, faire une activité professionnelle, et en plus pour aider d'autres quelqu'un. Comme ici, à Casas, il y a des gens qui travaillent et qui aident pour d'autres personnes. Elle voudrait aussi faire quelque chose pour d'autres. Par exemple, elle est prête pour travailler comme bénévole, mais elle n'est pas encore trouvée en place. Sans papier, elle n'a pas le droit de travailler, et c'est un grand problème pour elle parce qu'elle voudrait travailler. Et en plus, il n'y a pas de place d'autres associations pour travailler comme bénévole. Elle a cherché son travail partout. Elle a dit je suis allée dans une usine de médicaments pour s'acheter des choses, mais là-bas aussi, elle ne peut pas commencer ce travail parce qu'elle n'avait pas de papier. D'accord. Bon, merci beaucoup. Спасибо вам большое.
Clara Merdinoglou, je ne peux pas m'empêcher de vous faire réagir à ce son, puisqu'il s'agit d'une demandeuse d'asile qui cherche à s'insérer dans la société de manière totalement, enfin si on veut le dire de manière simple et grossière. Et ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle, un de ses souhaits, c'est de travailler parce qu'elle a envie d'aider les autres. Vous, par rapport au travail que vous menez, est-ce que c'est un discours auquel vous êtes confronté aussi, c'est de faire des choses ensemble pour s'insérer et se sentir faire partie d'un groupe peut-être? Parler des gens du coup qui viennent chez nous oui, en insertion. Alors bon, moi malheureusement, je suis pas forcément proche de tous ces gens et de pourquoi ils viennent chez nous. Ça, c'est plutôt les assistantes sociaux-pro qui pourraient mieux répondre. Après, ils ont différentes raisons en fait, et ils ont différents objectifs quand ils arrivent chez nous. Hein. Je pense qu'il y en a, c'est surtout pour se trouver un travail, pour redémarrer dans la vie. Bon, et après il y en a, c'est pour se réinsérer dans la société. Il y en a, c'est pour avoir une demande d'asile pour leur mari qui est resté en Afghanistan. Enfin, on a plein de profils différents. Moi, honnêtement, je peux pas répondre parce que j'ai pas assez discuté avec les gens. En revanche, la question du faire ensemble, elle paraît importante, en tout cas aux yeux de la personne qui a été interviewée, et pourquoi pas à vos yeux aussi. Il me semble que peut-être une des premières raisons pour lesquelles on fait ce qu'on fait, c'est parce qu'on a envie de faire des choses ensemble. Iriane Charpentier, peut-être? Oui, en fait, ça me fait penser... Enfin, c'est toute cette question du travail qui est à mon avis, une question à re-questionner de fond en comble et qui est là, qui transparaît vachement parce que cette femme explique qu'elle veut travailler et s'insérer. Et du coup, il y a vraiment, on comprend la dimension sociale et sociabilisante du travail. Le problème, c'est que dans notre société, le travail, c'est quelque chose de très structuré et qui a des buts très déterminés et avec des enjeux déterminés, des intérêts déterminés. Et donc, en fait, on peut pas accéder au travail comme ça. Faut avoir déjà un certain âge, on ne fait pas travailler les enfants, et puis ensuite faut un visa, en gros un permis de travailler. On n'est pas libre de travailler comme ça d'emblée, quoi. Et en fait, moi je trouve que ça résonne beaucoup avec cette question du travail libre, qui je pense est une thématique. Je ne sais pas si on en a parlé ici. On peut en parler, justement. Oui. Un exemple, ce serait... je crois que c'est Bernard Friot qui donne cet exemple. Du gardiennage d'enfants, si vous avez des parents qui veulent faire garder leur enfant, qui s'adressent à une entreprise, alors ils payent l'entreprise, il y a une transaction économique, voilà, il y a du salariat, il y a tout ça derrière. Et peut-être s'ils ont moins d'argent, ils vont faire garder par leurs parents à eux, enfin les grands-parents, quoi, du coup. Et là, il n'y a pas de transaction économique. Et en fait, il n'y a pas de travail. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas considéré comme du travail dans la structuration de la société. Et pourtant, c'est la même chose qui est faite. Et ça se trouve, c'est même mieux fait. Et il y a quelque chose de l'ordre d'une libération du travail, je pense, à mener. On revient souvent à cette idée que le travail c'est cet objet de torture, tout ça, mais en fait il y a bien d'autres choses, quoi. Mais dans notre société, j'ai l'impression que c'est bien cette chose-là. On choisit pas forcément son boulot. Des fois on est lié à son travail parce qu'on a des emprunts, des choses comme ça. On peut pas s'arrêter de travailler juste parce que ça nous plaît plus. Et beaucoup de monde, je pense, travaille sans envie de travailler, et ça c'est désespérant. Au possible. En tout cas, on va chez Copalim pas pour travailler, et ça c'est peut-être une piste de réflexion. Peut-être que, Iriane expliquait qu'il faudrait peut-être remettre en question la notion de travail. Oui. En tout cas, dans le projet de Copalim, on n'y va pas pour travailler, on y va pour partager quelque chose, pour faire des choses ensemble, pour avoir accès à des produits. La plupart en local, je sais pas. On y va en tant que, en fait, on a deux rôles. C'est qu'on a le rôle justement de l'acheteur
Et puis 3 heures par mois, on a le rôle que je suis en train d'avoir maintenant, ça rejoint ce que vous disiez, c'est qu'en fait, moi, dans ma vie d'avant, je m'occupais de la communication d'une entreprise qui était une banque. J'ai tout quitté parce que ça me plaisait plus. Et aujourd'hui, je fais exactement la même chose pour Copalim et c'est plus du travail. Et c'est pas seulement au niveau du fait que c'est bénévole, ça change rien. C'est juste que le plaisir que je prends à faire ce que je fais aujourd'hui, je le prenais plus alors que je faisais exactement la même chose en réalité, mais pour des valeurs qui étaient pas les miennes. Donc travailler c'est cet adage qu'on connaît tous, choisis un travail que tu aimes et tu travailleras plus un seul jour de ta vie. Alors bon, faut aussi faire chauffer la marmite, mais c'est aussi cette source d'épanouissement-là qu'on trouve en tant que membre de Copalim, c'est que finalement, on travaille mais on ne travaille pas. Pardon, on peut juste répéter le concept de Copalim, parce qu'en fait, moi, c'est pas clair pour moi. Pardon. C'est une coopérative alimentaire à laquelle c'est une association à laquelle on adhère. Et ensuite, on peut accéder à... C'est comme un petit supermarché, en fait, qui est coopératif. Et la condition pour pouvoir acheter dans ce petit magasin-là, c'est de donner 3 heures de son temps par mois. Donc soit en faisant de la vente, soit en réceptionnant les livraisons, soit en passant les commandes, soit en se chargeant de la comptabilité ou de la communication, comme moi. Et ça permet c'est une alternative, en fait, à la grande distribution qu'on connaît. Ok, mais genre les prix, c'est les mêmes que dans la grande distribution ? Les prix, c'est les mêmes, voire plus intéressants. Parce qu'en fait, la marge est fixe et on est très transparent sur notre marge. Et comme l'objectif n'est pas de rémunérer des actionnaires, mais simplement de payer nos frais de fonctionnement, ça permet d'avoir des prix quand même relativement réduits pour des produits qui sont d'une qualité au top. On a tout un tas de critères de sélection et quand on passe... un petit peu trop de temps dans un supermarché à comparer. Enfin, je sais pas si vous avez déjà essayé d'acheter des œufs en cochant toutes les cases de vos valeurs. Alors ça, c'est pas très cher, mais ça vient de loin. Ça vient de près, mais c'est pas bio. Enfin, à Copalim, j'y vais, j'achète 6 œufs. Et je sais que ça coche tout. Donc ça change aussi le rapport aux courses, et à la consommation en général. Alors on va peut-être continuer avec Luc Vichera puisqu'on parlait de travail. Moi j'entends en transparence la notion de plaisir, de partage et d'engagement. Là puisqu'on est quand même autour de la table chez vous, enfin j'ai pas l'impression que ce soit une souffrance de venir mettre la main à la pâte chez les petites cantines, quoi. Alors c'est l'inverse en fait. Tout à l'heure, on parlait d'utopie, et chez nous, on n'a pas d'utopie, on a un objectif, c'est de créer un monde de confiance. Donc, quand on arrive aux cantines, on arrive tel qu'on est, et pas tel qu'on, pas avec une étiquette. On ne sait pas qui on est en métier, et puis en plus, la cuisine, ça remet tout le monde à zéro. C'est pas forcément le cadre supérieur qui va savoir éplucher une asperge. Donc, on est obligé de coopérer et de discuter. À partir du moment où on discute et qu'on est tel quel, on va pouvoir échanger. Moi, j'ai fait des lettres de motivation à des personnes qui étaient en réinsertion pour pouvoir travailler dans d'autres cantines, parce que pour toute la période de Covid, on a cuisiné pour les Vélos du Cœur, etc. Elle a été éblouissante. Mais par contre, elle n'a pas le CV qui colle. Mais on lui a fait, dans les faits, on sait qu'elle est hyper compétente et on l'a motivée. Et cette notion de travail, c'est aussi des interactions. C'est quand on met une exposition d'un artiste, quel qu'il soit, il va avoir l'artiste qui va pas oser, mais qui chez nous, il sait qu'il sera accueilli parce que on est toujours le bienvenu. Il y a eu des changements de métier aussi, complètement. Des échanges. Et puis cette confiance, elle peut se traduire uniquement pour ramasser des cerises. Donc on a juste mangé avec 5 personnes et puis on les invite le lendemain à ramasser des cerises parce qu'on peut pas le faire. Les cerises qui reviennent en cantine en partie et on va faire un clafoutis et on va échanger sur la recette et du coup quelqu'un fait un bloc de cuisine et il se dit c'est peut-être mon métier. Donc en fait c'est vraiment installer un lieu de confiance où les gens peuvent s'exprimer, exprimer leurs envies profondes, s'ils le souhaitent d'ailleurs. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'obligation, bien au contraire. On peut aussi bien s'amuser.
qui permet de rêver à des choses autres que les standards où on est avec nos casseroles. Nous, les casseroles, on les utilise, on les pose, on les porte pas en fait. Amandine Deguin, vous êtes devenue coopératrice en apprenant avec les autres usagères et usagers de Copalim. Est-ce que c'est facile d'apprendre à coopérer ? Je pense que c'est la chose la plus naturelle qui soit, en fait. Et justement, comme on est tous passés par là, c'est exactement ça, c'est qu'on est comme on est, on a les compétences qu'on a, mais on a surtout tous de la même volonté. Et tout le monde est passé par là, pour de vrai. Pas comme dans certaines entreprises où... donc le jour où j'ai fait la caisse pour la première fois, la personne que je devais encaisser, elle connaissait mieux le logiciel de caisse que moi, puisqu'elle faisait aussi la caisse à son tour. Et donc elle m'a montré en fait. Et c'est pas un problème, et aujourd'hui je peux montrer à quelqu'un. Enfin, Et puis c'est pas pour autant que c'est mal fait, au contraire. Donc finalement on connaît tous plein de choses, et c'est justement parce que on est dans une transmission perpétuelle, on apprend d'autres, et puis c'est eux qui, et puis après on apprendra à d'autres. C'est marrant parce que ça crée un lien d'enfer. En fait, jamais de la vie, quand on va faire ses courses, on va aller apprendre à quelqu'un à faire la caisse et à se dire, bah tiens, demain c'est toi qui m'encaisse. Jamais. Des gens qu'on connaît pas. Enfin, je trouve ça assez fou, quoi. Puis on s'impatiente si ça va pas assez vite, alors que là, en fait, Et puis c'est impersonnel au possible, alors que là, finalement, c'est des collègues, enfin oui, des futurs, on est tous dans le même bateau, donc c'est très drôle, hein, c'est pas mal. Et ça faisait partie un peu de notre campagne récente qu'on a faite, où c'était on peut passer d'un côté à l'autre de la caisse, en fait. Voilà, c'est le but du jeu. Iriane Charpentier, est-ce que c'est facile d'apprendre à créer des choses ensemble ? Est-ce que c'était inné ? Non, je trouve ça pas facile. C'est quand même. On n'a pas. Je pense qu'on n'a pas toujours tous le réflexe et où on comprend pas toujours l'intérêt. Des fois, ça peut prendre du temps aussi avant de partager des choses, se dire j'ai quelque chose que je sais faire, que je peux partager, et de se dire, de comprendre les besoins des autres et tout ça. Dans le collectif Noun, des fois c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de contrat. On est libre de venir une fois, de pas venir l'autre fois. Enfin, chacun fait comme elle veut. Et du coup, des fois c'est le bazar total. Un peu de structuration, des fois ça fait. J'imagine que ça fait du bien, mais nous on tient un peu à ce bazar-là parce que ça permet aussi de rester dans quelque chose d'indéterminé. Enfin, c'est pas totalement indéterminé, quoi. C'est juste informe, quoi. Un peu bordélique, quoi. Et pour prendre des décisions, alors, comment on fait dans Comment ce cas-là ? prendre des décisions ? À la one again, comme on dit. Il y a quorum, des fois. C'est juste ceux qui sont là, celles et ceux qui sont là qui décident, quoi, au moment où on est là et où on décide, quoi. Il y a pas toujours de la concertation en groupe large, parce qu'on ne sait pas non plus avec qui on va collaborer sur tel projet qu'on est en train de mettre en place, puisqu'on ne les connaît pas encore. Donc il y a une espèce d'abstraction comme ça. Et puis il y a des personnes qui débarquent là-dedans et qui se disent « Ah non, c'est pas pour moi, je comprends rien », et qui s'en vont, qui partent en courant aussi vite, et c'est compréhensible. Et il y en a qui se mettent dedans et qui font un bout de chemin là-dedans. Il y en a qui ça plaît vraiment et qui il y en a que ça énerve parce que personne n'est à l'heure, que tout ça. Enfin, donc ça dépend. En fait, ça dépend. Là, j'ai l'impression que chez vous, ça imite un peu le supermarché. Il y a comme une idée on est à la caisse, mais du coup, on joue la caissière, le caissier. Oui. Et quand on est client, on joue le client. Et puis. Alors, il y a un truc pour le coup qui est qu'on n'a pas fait. On parle de Copalim, là, juste pour préciser pour les auditeurs RIS qui nous. Copalim, redites-le. Copalim, c'est super. C'est quartier-gare, rue Caguenec, 10 € l'année.
À côté des petites cantines. À côté des petites cantines. Non, ce qu'on fait parfois aussi, c'est qu'il n'y a même plus de caissiers ou de caissières. C'est-à-dire qu'on est en autonomie. Donc déjà, il y a un système qui est basé sur la confiance au niveau du règlement. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai rentré Copalim dans mes destinataires bancaires. Et puis, je fais des virements. Mais après, une fois que je suis rentrée chez moi, donc, ils me font confiance. Et ils ont raison. Je paye rubis sur l'ongle. Et surtout, on peut même faire ses courses en autonomie, en fait. Donc, moi, j'aime bien dire que c'est comme si j'avais une espèce de pièce supplémentaire de ma maison, qui est une très grande réserve. Et donc, j'y vais. Quand c'est les horaires d'autonomie, je me sers. Puis, comme je connais le logiciel de caisse, j'encaisse. Et puis, je mets valider, virement, puis je rentre chez moi. Et puis, je paye en rentrant. Et en fait, j'ai fait mes courses. Et c'est tout à fait, pour le coup... révolutionnaire pour moi par rapport au supermarché qu'on connaît. Alors, Luc Vichra, pour faire une demande auprès des petites cantines pour ce soir, il m'a été demandé d'être très patiente puisqu'il fallait que la décision soit prise de manière collective. Ce que je comprends tout à fait. Mais ça veut dire quand même que une gestion horizontale, ça demande du temps et des consensus peut-être. Comment vous en sortez avec cette question-là? Alors en fait, on ne prend pas toutes les décisions ensemble. C'est-à-dire qu'on a des fiches de poste pour les salariés très précises, donc un périmètre de décision où quand c'est une décision qui les concerne elles, par exemple choisir de prendre un stagiaire, on ne va pas intervenir, c'est elle qui va choisir son stagiaire, par exemple, ou les services civiques, parce que c'est elle qui va travailler avec. Donc ça écarte déjà beaucoup de discussions et de décisions où on n'est pas compétent, en fait. Les menus, je veux dire, c'est elle qui décide, c'est elle qui maîtrise. Toujours dans l'esprit de la charte, on mettra toujours un holé s'il y a une aubergine qui traîne en plein milieu d'hiver, quoi. Mais le holà plutôt que le holé. Mais et par contre, les grosses décisions difficiles, on les fait. Alors, c'est la décision par consentement. C'est un outil très particulier, en fait, où il y a une proposition de fait. Alors, on va pas voter pour et contre. Chacun va mettre son objection et développer son objection, et on va essayer de la lever. C'est-à-dire que cette décision, elle va passer ou pas, parce que si une objection vraiment est incontournable, mais cette proposition initiale va être améliorée par chacune des objections levées. C'est comme si on vous demandait de ne pas être d'accord pour lever les... Au final, tout le monde doit être d'accord, en fait. Parce que si on a levé toutes les objections, il n'y a aucune raison que tout le monde est dans le même bain. Personne ne peut se croiser les bras en disant « Ah, je l'avais bien dit ». Parce que, donc ça peut être très long pour les grosses décisions. Très souvent, c'est très rapide parce que on est dans le même bateau, en fait. On a bien intégré la charte. Et si on partage les mêmes valeurs, c'est plus simple peut-être aussi, j'imagine. Oui, et comme c'est des valeurs assez humaines, tout le monde s'y reconnaît assez facilement, en fait. Et pourtant, on est extrêmement différents. Alors Clara Merdinoglu, j'aimerais parler avec vous de la question de ce qu'une collaboration apporte. Alors je parlais des surcyclés en introduction. Donc vous, ce que vous faites, c'est évidemment la revalorisation de textiles. Là, pour le coup, vous êtes allé un petit peu plus loin en collaborant avec une directrice artistique et quelqu'un qui s'est chargé de la confection. Ça a donné une autre dimension aux vêtements que vous transformez, quelque chose de... je ne sais pas comment le décrire, mais en tout cas, c'est user les codes de la mode, mais en faire quelque chose de bien et pas de... C'est clair que c'est vertueux à plusieurs niveaux. Enfin, déjà, oui, comme dit, on travaille des vêtements qu'aujourd'hui on ne sait pas revaloriser dans nos boutiques parce que c'est des vêtements qui ont des défauts ou qui se vendent pas de par leur typologie. Donc là, on a travaillé sur des vêtements de travail. Des bleus de travail par exemple avec encore le logo de l'entreprise dessus, donc ça typiquement on peut pas le revendre dans nos boutiques parce que déjà personne le veut puis on n'a pas le droit, donc ça c'est tout des fringues qui partent à la benne ou je sais pas où à l'export, et donc c'est pas top quoi. Donc on s'est dit tiens, avec tout ce gisement, c'est des dizaines de tonnes par mois qu'on a de ce genre de vêtements, qu'est-ce qu'on pourrait en faire pour les remettre dans le circuit ici localement et puis en plus faire bosser des gens localement aussi. Donc si possible en insertion, mais bon là on s'est dit on va commencer par déjà embaucher une créatrice, donc c'est quelqu'un qui a toqué à notre porte, qui à la base voulait bosser en friperie chez nous
et puis en fait qui s'est avérée être la bonne personne pour tout ce qui était direction artistique. Donc on l'a mise sur le projet, elle s'est éclatée parce qu'elle avait les mêmes valeurs que nous, c'est-à-dire revaloriser le non valorisé. Et voilà, donc c'était un beau projet avec elle. Bon, c'est vrai que ça n'a pas été simple parce que nous, on est un peu, pareil, un peu Walligan finalement au relais. C'est pas hyper toujours très carré. Et puis là, voilà, on s'est retrouvé avec quelqu'un de très carré, très organisé, très procédurier, et c'était super parce que ça nous a appris plein de choses aussi. Et puis au niveau de la confection, pareil, on n'avait pas les ressources en interne, donc on s'est dit on va travailler avec un atelier qui est pas loin, à Mulhouse, un atelier chantier d'insertion qui s'appelle la Petite Manchester. Et voilà, donc c'était une collaboration en triangle, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire au relais parce que chut, il y a du bruit. On vous entend. Donc quelque chose qui était assez nouveau pour nous. Et en fait, qui est super. Alors, c'est pas facile à gérer, mais vraiment, ça nous fait du bien de sortir aussi de nos travaux habituels, de nos clients habituels. Donc, voilà, là, on s'est ouvert sur autre chose, sur de la création, sur de la réparation, de la customisation, et c'était très sympa. Et du coup, est-ce que la création, c'est un bon moteur de la collaboration ? Ça, c'est compliqué. C'est philosophique comme question. Ouais, franchement, c'est pas simple du tout. Je sais pas si la création, c'est un moteur. Ça dépend de qui on a autour de la table. Il y en a qui sont pas sensibles à la création, donc pour eux, ça va pas être un moteur. Par contre, pour moi, en tant que coordinatrice du projet, moi, je suis passionnée de mode, je suis passionnée des vêtements, etc. Donc oui, pour moi, c'était un moteur, et de travailler avec Margot, c'était hyper stimulant. Et puis, même tout le monde chez nous dans l'usine était super content parce que la création, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Nous, au mieux, ce qu'on fait, c'est de revendre en fripe ce qu'on a de plus beau. Mais on va pas au-delà. Et là, on va au-delà. Il y a un vrai projet artistique, un vrai projet créatif, et ça fait, je pense, du bien à tout le monde. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. La transition est toute naturelle vers vous, Iriane Charpentier. Est-ce que la création, l'art, c'est un bon moyen de faire des choses ensemble ? J'ai cru que tu allais parler de carton. Parce que carton nous, on fait des décors avec du carton. Ah oui, c'est vrai, absolument. J'avais complètement oublié, mais vous pouvez en parler si vous voulez. Nous, on a commencé sans le sou, donc c'était vraiment tout ce qu'on pouvait, tout ce qui nous passait sous la main pour faire des choses. Là, d'avoir un tas de vêtements. Nous, la rue, c'est vraiment l'endroit où on a on trouve tout notre matos depuis des années. Tout se récupère et on peut faire tout avec tout. Alors ça, c'est quand même, je pense, un truc qui est assez rigolo. Quand on est, je sais pas, moi je fais aussi de la couture en l'occurrence, et je trouve ça très rigolo d'assembler des choses. On s'amuse beaucoup avec ça. Mais toi, c'était quoi la question, Cécile, du coup, ta question ? Est-ce que la création, l'art, en l'occurrence, c'est un bon moteur pour faire des choses ensemble ? Est-ce que c'est une bonne excuse ? Une bonne excuse, oui. C'est une question d'expression et d'expression de s'exprimer, donc soit une expression orale, quelque chose un logos, quelque chose de construit. On peut s'exprimer dans des choses, dans des vêtements, dans du décor, du costume, des choses qui ont moins de discours aussi, mais tout ça participe à ce qu'on pourrait appeler, d'une manière générale, l'expressivité, quoi. Et c'est quelque chose, je pense, qu'on n'apprend pas tellement à l'école, tout ça. On apprend plutôt à se taire, je pense. Et vraiment donner son avis et tout ça, je trouve que c'est important. Dans l'expression artistique, pour moi, il y a ça. Et essayer de sortir les choses, de les sortir clairement et de les sortir aussi de manière stylée, quoi. Que ça a un impact. Et d'oser, quoi. Ça, c'est important. Alors, pour nous, c'est un moteur, ouais, carrément. Alors, on arrive déjà à la fin, donc je vais vous poser à toutes et tous une dernière question. Est-ce que vous avez la sensation que les modèles que vous éprouvez au quotidien sont véritablement peut-être en train de commencer à prendre le pas ? On ne sait pas, sur les modes de fonctionnement qui sont beaucoup moins vertueux. Qu'est-ce que vous en pensez, Amandine Deguin ? Je souffre du biais de sélection, donc je vois ce que j'ai envie de voir. Donc j'ai Copalim sous les yeux, je participe à des événements comme celui-là, donc naturellement je vois
de plus en plus d'initiatives, je vais dire oui parce que on va dire que je vais faire de la parole créatrice. Oui, bien sûr, le monde va dans cette direction. Clara Merdinoglu. Nous, au niveau de l'insertion, j'en sais rien. Je pense pas qu'il y aura plus d'entreprises qui ont envie de se lancer dans la SCOP ou dans l'insertion. Par contre, au niveau de la fripe, enfin, du mode de consommation des vêtements, ça, oui, ça, on peut dire clairement que ça va dans le bon sens. Nous, on voit déjà nos chiffres de boutique, en fait, déjà qui montent en flèche. On voit sur le marché off que, ça marche super bien, que les gens, enfin, c'est une vraie mouvance, quoi. Et c'est tant mieux parce que voilà, nous on sait que l'industrie de la mode c'est la deuxième la plus polluante au monde. Les gens commencent vraiment à l'intégrer de plus en plus. De toute façon, on parle de bio et de consommation durable un peu partout et même auprès des publics qui en ont rien à faire. Donc oui, je pense qu'au niveau de la consommation, on va dans le bon sens, même s'il y a encore énormément de chemin à faire. Je peux juste ajouter quelque chose. Faut que les gens adhèrent à Copalim pour pas que je mente. Voilà, on a besoin de membres, donc... Ça, c'est une bonne chargée de com. Luc Vichra, et vous pensez que ça change? Alors, et qu'est-ce que vous faites pour que ça change, peut-être? J'ai deux exemples. Là, j'étais en train d'écrire les vœux du coprésident pour... et plutôt que de... En fait, je remercie 160 personnes qui m'ont aidé durant l'année. Que ce soit les partenaires, que ce soit les collectivités, les individus. Alors je ne vais pas vous lire parce que c'est très long, mais voilà. Et à côté de ça, on a cité une fois Startup de territoire, c'est important de les reciter, parce qu'il y a tout un tissu d'associations ou d'entreprises solidaires qui travaillent ensemble. Nous, on travaille avec Cycle, on travaille avec Zéro Déchet, avec Stamtisch, VRAC, Copalim. Il y a vraiment quelque chose qui bouge à ce niveau-là, qui est économiquement viable, un point super important, et puis qui vraiment crée une émulation assez, que je trouve incroyable. Et ce monde de confiance, il commence, ouais, il commence. Alors, Iriane Charpentier, c'est un petit peu plus compliqué, je pense, dans la culture, parce qu'on est quand même dans un monde qui reste assez institutionnel, j'ai envie de dire. Mais néanmoins... Oui, moi j'avais envie de répondre en oui et non, les deux à la fois, oui et non et oui, enfin ça peut aller dans tous les sens. C'est Hannah Arendt qui dit que le monde se renouvelle par les naissances. Enfin, quand on est bébé, on n'a encore rien appris, quoi. Et puis il y a sans cesse des naissances, donc il y a sans cesse des choses à apprendre. Et je pense qu'il y a des expérimentations en cours qui sont géniales et en fait il faut pratiquer, continuer à pratiquer la pratique et tout ça. Mais il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui qui sont en fait des choses qui se faisaient avant, enfin réutiliser, récupérer, recoudre, repriser, faire soi-même, entretenir et tout ça. Et en fait, le problème c'est que si ça dépendait que de nous, ça irait, mais c'est pas le cas. Je pense aux expérimentations en Espagne au milieu des années 30, par exemple, où il y avait des endroits où il n'y avait pas de monnaie, il y avait tout ça, et puis il y avait une intégration des femmes aussi dans la vie civique et aussi dans les combats et tout ça, mais après il y a quand même eu je sais pas combien d'années de Franco, et puis en fait ça dépend de ce qu'on nous permet de faire, donc tant qu'on peut se permettre de faire des choses, faisons-les, mais en fait c'est pas toujours comme ça, c'est pour ça c'est un oui mais non, en fait ça c'est un peu, ouais, je la joue un peu à la Arthur Keller là je crois. J'ai complètement oublié peut-être de vous faire réagir. Est-ce que l'une d'entre vous aurait peut-être une question? Il est 20h01. Normalement, on n'a pas le droit, mais on le fait quand même. Non? Pas forcément? Bon. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour Noël? Dernier tour de table. Luc Vichra. Alors, pour Noël, je suis ravi parce que j'ouvre les cantines comme un vendredi soir, une cantine classique. Ça sera un non-réveillon pour tous les gens qui, comme moi, en fait, étaient tout seuls. J'aurais pu être invité par plein de monde. Et donc, on va être une vingtaine. On se connaît pas. On va faire une cantine tout à fait ordinaire, mais qui va être totalement hors du commun. Voilà.
On note peut-être. C'est-à-dire que n'importe qui pourrait venir. Là. Non, c'est complet. Désolé. Le bouche à oreille a bien marché. Le 31 au soir, ça marche pas. Le 31, par contre, je me le garde avec mes amis. Non, mais je veux dire, nous, si on voudrait aller aux petites cantines le 31 au soir, c'est possible Le ou pas 31, je pense pas que ça soit ouvert. Bon. En tout cas, on surveille vos actualités sur votre page Facebook, par exemple. Ouais, Instagram, on est partout. Ok. Iriane Charpentier, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Je sais pas quoi dire. Je sais pas, tout va bien. Enfin, j'ai envie de souhaiter joyeux Noël à tout le monde. Et, plein de projets, je sais pas. Plein de projets, ouais. Revenir l'année prochaine au marché off, ouais. Ah ouais, oui, parce que vous avez participé avec le collectif. Enfin, c'est pas la première fois que le collectif Nous est représenté au marché off. Ouais, on a fait deux choses, enfin un spectacle et un karaoké où on met le public c'est le public qui fait la scène parce qu'on leur écrit des chansons qu'ils ont commandées, des chansons sur ce qu'ils veulent, sur un style qu'ils choisissent, et puis après ils sont plantés là avec un prompteur et ils chantent la chanson qu'ils ne connaissent pas encore mais qui sont des chansons faites pour eux et chantées une fois. Pour toutes. Donc plus de karaoké par le collectif Nous l'année prochaine. Ouais. On a Amandine Deguin. Nous, on a 330 et quelques membres aujourd'hui, et pour que le magasin puisse être ouvert le plus possible sur les horaires les plus élargis possibles, on aimerait bien en avoir au moins 500. Donc on va commander 100, je sais plus. Je suis pas bonne en maths non plus, donc je peux pas vous aider. 170. Ouais. plein de nouveaux adhérents, nouvelles adhérentes. Clara Merdinoglu. Nous, comme on est membre d'Emmaüs, je vais citer une citation de l'abbé Pierre. Ne pas subir, toujours agir. Donc, on continue à appliquer cette devise aussi longtemps que possible parce que c'est ça, il y a que ça, quoi. Eh bien, merci à toutes et tous de nous avoir rejoints pour ce café conversatoire et nous avoir présenté vos initiatives autrement par la lorgnette de la coopération. C'était le dernier moment de nos émissions radio. Je vous souhaite de belles fêtes. Merci beaucoup. Alors, auditeurs, public de Radio en Construction du 90.7 ou de Facebook, il est temps de nous quitter et de sonner le glas des émissions Visage de la coopération. Ces programmes ont été échafaudés et accompagnés par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, Emmaüs Mundo, le Media Lab d'Artefact et Radio en Construction. Et je remercie à ce titre particulièrement Thierry Kuhn, Noé Thirion, Thierry Danet et Nicolas Chelté. Je ne peux pas vous quitter sans célébrer l'équipe qui, dans l'ombre, fait que ces programmes tiennent la route. Lucie Olivier, coordinatrice de Radio en Construction, Maxime Gilles, notre technicien et intervieweur, Emma Schneider, journaliste qui a réalisé quelques modules sonores, et bien sûr ma collègue Sylvia Dubost, sans qui réfléchir et construire aurait une autre saveur. Je remercie également les indépendants et toutes les équipes de feu de Candide. Voilà, il me reste à vous souhaiter des belles fêtes de fin d'année, qu'elles soient éthiques, joyeuses et responsables, et à vous dire qu'il vous reste encore jusqu'à vendredi soir 18h pour venir explorer le marché de Noël off de Strasbourg qui, on l'espère, s'étalera un jour dans toute la ville. Merci à toutes et à tous et belle soirée. Du samedi 27 novembre au mercredi 22 décembre, Radio en Construction s'associe avec la CRES et le Media Lab d'Artefact pour vous proposer des plateaux radio sur les thématiques de l'économie sociale et solidaire. Retrouvez-nous en direct de la place Grimeisen le 27 novembre et les 2, 10, 17 et 22 décembre de 18h30 à 20h ou sur radioenconstruction.com pour discuter coopération, solidarité et entraide avec les acteurs et actrices du marché off, de l'économie sociale et solidaire, ainsi que les initiatives locales. Marchéoff.radio, un rendez-vous à ne pas rater du 27 novembre au 22 décembre en direct de la place Grimeisen et sur radioenconstruction.com.